J'avais en fait développé aucune empathie avec moi-même, aucun respect presque de mon corps, qui est quand même mon outil en tant qu'athlète, et qui m'avait entraînée à me traiter moi et traiter mon propre corps avec une violence vraiment très intense. Je suis Gabriela Papadakis, je suis championne olympique de danse sur glace, je suis aussi quintuple championne du monde et j'ai écrit un livre qui s'appelle Pour ne pas disparaître et qui est sorti chez Robert Laffont. Moi j'ai commencé le patinage à 4 ans. Ma mère était entraîneur au club de Clermont-Ferrand. Elle avait patiné depuis un jeune âge, elle était devenue entraîneur à 19 ans à peu près. Et puis moi je ne me rappelle pas de mes premiers pas sur la glace parce que j'étais trop jeune, mais on m'a dit que voilà, j'attendais que ça apparemment avant de patiner de commencer et que voilà, à 4 ans ma mère m'a mis des patins aux pieds et j'ai jamais arrêté. La relation que j'ai eue avec ma mère, donc, qui était mon entraîneur, était parfois un peu complexe des fois parce que autant c'est quelqu'un qui m'a légué ce désir de l'exigence, le plaisir du travail, une certaine ambition et puis la passion du patinage aussi qu'on a partagé toutes les deux. Évidemment, le fait qu'elle ait été mon entraîneur, ça a pu faire en sorte qu'il n'y ait pas eu de coupure vraiment entre le rôle d'entraîneur et le rôle de maman. Et c'est quelque chose qui a été peut-être un peu compliqué, surtout à l'adolescence, à gérer puisque c'était, voilà, il y avait pas cette coupure-là, il n'y avait pas cette distanciation-là. Et c'est quelque chose qui, même si maintenant, je trouve ça magnifique, enfin, elle avait vraiment envie de me donner les moyens de réussir dans ce que j'aimais faire, qu'elle s'est donnée comme peut-être ses parents ne l'avaient peut-être pas fait pour elle et que c'est aussi grâce à elle que j'ai réussi. C'est en effet une relation parent-coach que maintenant j'ai envie de remettre en question et je me demande si vraiment c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a de plus sain pour un athlète et pour un enfant. Pour faire de la danse sur glace, ce que j'ai fait moi, c'est une discipline du patinage dans laquelle il n'y a pas de saut, c'est simplement centré sur la danse et la qualité de patinage, la technique de patinage. Et pour faire du haut niveau dans ce sport-là, il faut nécessairement former un duo d'un garçon et d'une fille, d'un homme et d'une femme. Donc mixte. Et donc il y a deux choses déjà qui s'opèrent là-dedans, c'est que simplement par le fait qu'il y ait beaucoup plus de filles qui commencent ce sport-là plutôt que de garçons, ça crée un débalancement, une balance de pouvoir parce que ce sont généralement les garçons qui choisissent leur partenaire et les femmes, les filles qui n'ont pas vraiment le choix dans cette dynamique-là et qui se développent dans un monde où elles sentent qu'elles sont remplaçables, qu'elles n'ont pas la place de vraiment avoir une voix, de dire non, de faire ces choses-là. Et au contraire, les garçons qui se développent dans un monde où ils sont traités comme une rareté et qui sentent voilà, qu'ils sont mis sur un piédestal et que peut-être, il n'y a pas de barrière à ce qu'ils peuvent vraiment faire. Puis en plus, c'est un sport qui est inspiré de base de danse de salon, qui vient des danses de cours, un peu comme voilà, la valse, le foxtrot, toutes ces choses-là. Et dans cette culture-là, traditionnellement, c'était l'homme guide, l'homme est là pour guider, c'est l'homme qui invite la femme à danser, qui décide des mouvements, qui décide des directions, et la femme qui, elle, suit son partenaire masculin. Et ça, c'est quelque chose qui est encore très présent dans Sur glace, c'est quelque chose dans laquelle moi j'ai grandi et que j'ai appris. C'était, voilà, la femme est là pour suivre, la femme est là pour imiter son partenaire, et le partenaire, c'est lui qui lead, qui commande, qui prend les décisions, qui est dans le contrôle. Et ça, c'est quelque chose qui m'a mis très, 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 très longtemps à déconstruire. Je me suis seulement posé des questions à 27 ans, à me demander pourquoi je ne savais pas prendre des décisions sur mon corps et du manque d'agentivité que j'avais développé à l'intérieur de ma pratique. Dans le patinage artistique, dans la danse sur glace, il y a des critères de beauté qui sont très
très strict et aussi très présent et très important, même dans le jugement des juges sur les performances. Donc ça vient avec déjà une performance de la féminité, de l'ultra-féminité en fait, où il semble n'y avoir qu'une sorte de féminité qui est acceptée et reconnue. Voilà, on voit le cliché un peu des cheveux longs, toujours des jolis faux ongles, du maquillage exagéré, des tenues, des costumes, des robes, de la nudité aussi, une certaine forme de nudité qui est encouragée. Moi, à 12 ans, 13 ans, j'avais déjà du rembourrage dans mes costumes pour donner l'impression que j'avais de la poitrine. Et ça, c'était, voilà, j'avais même pas fait ma puberté avant et c'était très commun et c'était presque normal de mettre ça dans des costumes. Et donc, il y a aussi cette hyper-sexualisation des jeunes filles. Dès le plus jeune âge, on nous demande aussi voilà, d'avoir l'air sexy sur la glace, d'avoir l'air de montrer de donner l'impression qu'il y a une forme de non seulement d'amour, mais aussi de sexualité entre les deux partenaires, et qui, moi, est quelque chose que j'ai mis très très longtemps à déconstruire, mais qui, je trouve, est encore très présente et certainement problématique. Comme on nous dit, on nous répète que notre apparence, elle est importante dans les compétitions, et que tout ce que fait un patineur par rapport à sa performance, mais aussi à son apparence, elle a un impact sur la carrière du partenaire, de la partenaire, du partenaire surtout, des entraîneurs, des coachs, de la fédération, etc. Ça donne un climat où l'apparence généralement la partenaire féminine appartient donc au groupe, donc appartient aux partenaires, appartient aux entraîneurs. Le fait aussi d'instaurer ce débalancement de pouvoir, ça fait en sorte que la femme peut vite devenir l'objet à travers lequel le partenaire masculin a du succès. Donc fait sa carrière. Et donc là, évidemment, ça ouvre la porte, c'est la porte ouverte un peu à la prise de contrôle du corps féminin, à l'objectification du corps féminin et à l'absence d'agentivité qu'on laisse à la femme, à la partenaire féminine. Alors, cette espèce de perfection omniprésente qui est propre au patinage, c'est-à-dire que la performance compte, mais il y a aussi à l'extérieur de la glace, il y a aussi pendant les entraînements, il faut toujours avoir l'air parfaitement maquillé, coiffé, habillé. Il faut que les deux partenaires s'entendent à merveille, il faut donner un peu cette illusion de complicité constante, parce qu'on sait que ça va influencer la subjectivité des juges à l'instant T. Donc voilà, soit faut se présenter comme étant meilleurs amis, on n'a jamais de problème, on se dispute jamais. Il y en a aussi qui faisaient semblant de sortir ensemble pour créer ce mystère, pour créer ce faux désir qui peut attiser l'attention des fans, des juges, etc. En fait, le monde du patinage, c'est comme si on devait constamment montrer un monde parfait, un monde à part, qui est déconnecté de la réalité, un monde de fantaisie en fait. Si on est constamment en train d'essayer de donner une image parfaite de tout, de nos relations, de soi, de notre apparence, de nos personnalités, en fait, c'est très déconnecté de la réalité. Et dans un monde en plus qui veut que la femme devienne cet objet de désir et cet objet de perfection absolue, on peut dériver, en fait, très très vite là-dedans. En 2018, quand mon costume craque. Alors non, j'en ai pas voulu à ma costumière, c'était vraiment pas de sa faute. En fait, ce qui s'est passé, c'est que notre costumière, elle habitait à Lyon. Nous, on habitait à Montréal. Et en fait, c'était très compliqué de faire des changements de costume ou des réparations, etc. parce qu'il fallait toujours passer par la poste, les envoyer dans des paquets, ça prenait toujours des semaines avant d'arriver. Donc, c'était très compliqué, en fait, matériellement, de faire ces changements-là. Il y avait donc
une personne qui jouait le rôle un peu de coach mental à l'époque, qui était chargée de coudre mon costume avant les performances. Et malheureusement, cette fois-là, ça n'a pas marché. Les nœuds n'étaient pas bien faits, j'imagine, je ne sais pas. Et le costume a craqué très tôt dans la performance. Je ne dirais pas maintenant à présent que c'est le pire moment de ma carrière. À l'époque, en tout cas, c'est comme ça que je l'avais vécu parce que j'avais rêvé de participer à des jeux depuis toujours. À ce moment-là, on était aussi favoris pour gagner la médaille d'or donc contre Tessa et Scott, mais en même temps, c'est une rivalité qui était très serrée, donc il n'y avait aucune place à l'erreur. J'étais en colère contre personne, à part contre peut-être l'univers, où je me disais, voyons, c'est quand même pas de chance que ça arrive le jour le plus, à ce moment-là, en tout cas, que je considérais le jour le plus important de ma vie. Et donc, ça a été une déception énorme, évidemment, parce qu'on peut toujours, on est toujours préparé à ce que quelque chose qui est de notre contrôle ou du contrôle de notre partenaire arrive pendant la performance. Donc je pense que si j'avais fait une erreur qui avait été seulement de ma faute, ça aurait été plus facile à accepter parce que ça fait partie du sport. Mais quelque chose comme ça qui vient du costume, donc qu'on ne contrôle pas, ça a été plus difficile à accepter parce que c'était hors de mon contrôle et je pouvais même pas m'en vouloir à moi-même, donc je ne savais pas à qui en vouloir et c'est quelque chose qui a été une grosse déception et bon, évidemment, je suis passée à autre chose. Ce qui est arrivé par contre par rapport à cette performance-là, c'est que il y a quand même eu ça a quand même ouvert la porte à une hypersexualisation de mon corps un peu contre mon gré, c'est-à-dire que c'était ce que tout le monde retenait de ma performance aux Jeux Olympiques. Non seulement on me ramenait toujours un peu à ça, ce qui était très décevant parce qu'en tant que sportif, t'as pas envie d'être ramené à un événement. Tout le monde a vu mon sein, super, génial. Après tout le travail effectué, c'est quand même décevant. Et aussi, moi à l'époque, j'avais beaucoup de vieux monsieur qui venaient me voir en me disant ah mais t'inquiète pas, t'as vraiment des jolis seins, fallait pas pleurer. Enfin bref, donc je me faisais prendre des commentaires en plus de compliments sur mes seins tout le temps à la télé. En plus, il y a un commentateur sportif qui dit une blague du genre enfin mes copains ils vont s'intéresser au patinage. Ça donne le message que ce genre de commentaires désobligeants et sexistes et hyper sexualisants est ok. Donc moi c'était aussi quelque chose que maintenant que je vois qui me mettait très mal à l'aise. À cette époque-là, j'étais jeune, j'avais 22 ans, j'avais pas les outils de compréhension que c'était quelque chose qui était pas normal. En France, c'était encore quelque chose qui était ultra normalisé et accepté. Cette vidéo de ma performance avait été donc censurée sur tous les la télé, YouTube, etc. très vite, mais que du coup, ça se retrouvait sur des sites porno. Donc j'ai réalisé plus tard que cette vidéo-là était sûrement encore, d'ailleurs, j'ai pas regardé, mais sur des sites porno. Je pense que j'en rigolais parce que c'est ça que tu fais quand t'as pas les outils et que t'es mal à l'aise, mais que c'est quelque chose que tout le monde cautionne et accepte. C'est que j'avais pas l'impression qu'il y avait quoi que ce soit que je puisse faire. Je me rendais peut-être pas compte de mon malaise parce que c'était un malaise, comme j'écris dans mon livre aussi, dont j'avais l'habitude et il y avait aucune autre issue qui était vraiment encouragée, ou en tout cas je savais pas qu'il pouvait y avoir un monde, un univers dans lequel les femmes pouvaient vivre où elles ne devaient pas subir ça. Donc d'autres personnes que moi auraient dû en effet s'en préoccuper en tout cas, je sais pas, dire que c'était pas ok, quoi. Donc dans mon livre, je raconte 2 agressions sexuelles que j'ai vécues, une dans la sphère privée, l'autre dans le monde du patinage. Et c'est des événements sur lesquels j'ai pas eu de mots et j'ai pas eu d'outils de compréhension avant au moins une dizaine d'années. D'abord, ça a été le livre de Sarah Abitbol qui vraiment a fait changer les mentalités dans le monde du patinage, qui a beaucoup fait changer de choses, qui a beaucoup secoué les choses, qui moi m'a percuté aussi parce que c'était la première fois que j'entendais parler
de ça par rapport au milieu du patinage. Il y a eu tout le mouvement MeToo aussi qui redéfinissait les notions justement de consentement, de viol, qui disait voilà, le viol c'est pas juste un inconnu dans la rue qui nous saute dessus le soir, la nuit, mais c'est souvent, beaucoup plus souvent, perpétué par des gens qu'on connaît, par des gens proches de soi, par des gens qui n'ont confiance. C'est ce qui m'a permis à moi de reconnaître, de mettre les mots sur ce que j'avais vécu. De pouvoir m'en libérer aussi d'une certaine façon, éventuellement, mais j'écris dans le livre à quel point mettre des mots, nommer, reconnaître ce qu'on a vécu, c'est important pour pouvoir s'en libérer. Parce qu'on a besoin de voir la gravité d'une situation pour pouvoir en guérir, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui a été très transformateur pour moi et qui n'est arrivé vraiment que... je dirais même à la suite du mouvement même MeToo au Québec qui s'est passé pendant la pandémie, parce qu'au Québec, c'est là où je vivais à l'époque. Et donc voilà, c'est des mouvements qui sont évidemment très importants et qui continuent de l'être. Dans mon livre, à la fin, je parle aussi beaucoup de justement le clash de valeurs aussi qui commençait à prendre place par rapport à moi et puis mon ancien partenaire et aussi mon centre d'entraînement. À l'époque, il y a eu un événement où en fait... il y a un patineur avec qui je partageais mon centre d'entraînement qui a été banni de la Fédération canadienne pour fait de maltraitance sexuelle, pour fait de viol. Et en fait, malheureusement, je voyais qu'autour de moi, les gens prenaient sa défense à lui, considéraient que c'était des fausses accusations. Mon ancien partenaire, lui, a choisi de prendre même sa défense publiquement pour dire que c'était des fausses accusations. Et donc, je voyais petit à petit cette différence de valeurs se mettait en lumière, moi, avec ce que j'avais vécu, avec une conscience féministe qui se développait aussi. Pour moi, ça devenait irréconciliable vraiment de continuer à cautionner ça quand on sait en plus le nombre de fausses accusations qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement minime par rapport à toutes les vraies accusations, toutes les victimes qui n'arrivent jamais à avoir justice. Le système judiciaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, il ne protège pas du tout les victimes. Il protège beaucoup plus les agresseurs. C'est très difficile de se faire entendre, c'est très difficile voilà, c'est quelque chose dont moi j'étais au courant à travers des recherches, à travers une éducation aussi. Et je voyais vraiment que voilà, les gens autour de moi considéraient que il y avait un peu cette culture où on ne faisait pas confiance à la parole de la femme, que comme si les fausses accusations étaient ultra courantes et que les femmes, c'était des femmes jalouses et enfin bon bref, je sais pas quoi, mais moi évidemment ça me paraissait insoutenable comme choc de valeurs, quoi. Moi, en effet, la relation avec mon ancien partenaire, au début, moi, je l'avais vécu comme quelque chose de très positif. On était vraiment meilleurs amis, on s'entendait super bien. Tout le monde nous disait à quel point, voilà, on avait l'air de bien s'entendre et c'était la réalité. C'était ma réalité. Je pense que la dynamique qui s'est installée petit à petit de manière un peu sournoise et de manière très subtile, ça a été seulement progressif au fur et à mesure des années, à tel point que moi, évidemment, je ne m'en suis pas rendu compte, que personne ne s'en est rendu compte vraiment autour de nous, ou en tout cas très peu de personnes, et qui est en fait qui était à l'image d'un système aussi, d'un système avec un double standard par rapport au pouvoir qu'on donnait aux hommes et au pouvoir qu'on donnait aux femmes, un système aussi qui autorisait beaucoup de dérives relationnelles et qui a pris beaucoup de temps à déjà s'éroder et puis aussi à ce que moi je me rends compte.
tout le long de mon livre, je me demande est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est de ma faute, parce que j'avais tellement appris à tout accepter d'un environnement. C'est un environnement aussi qui ne se questionne pas, dont qu'on n'est pas encouragé à questionner. Les gens autour de moi, que ce soit mon ancien partenaire, que ce soit mes entraîneurs, ne sont pas des gens qui se questionnaient non plus sur eux-mêmes. Et donc, si quelque chose n'allait pas, si moi je n'allais pas, mon premier réflexe, et pendant longtemps mon seul réflexe, a été de me questionner moi. Donc de me dire que j'étais le problème et que c'est moi qui étais fragile, que c'est moi qui étais dépressive, que c'est moi qui étais peut-être parfaite pour la compétition, toutes ces choses-là, jusqu'à finalement me demander même si j'étais pas folle. À un moment, à la fin, j'avais tellement perdu sens de réalité, sens de moi-même, que je voyais deux psys. Deux psys pour leur demander si j'étais folle et pour avoir deux avis différents. Et c'est quelque chose qui m'a pris très, très, très longtemps à déconstruire. Ça m'a pris très longtemps avant d'arriver à pouvoir questionner mon environnement, de pouvoir réaliser que ce que je vivais n'était pas normal, n'était pas acceptable et que de ce que je vivais était dangereux, que ce que je vivais était de la violence. Et que si moi je ressentais des troubles psychiques et des réactions émotionnelles à ces violences-là, c'était quelque chose qui était normal, c'était quelque chose qui était naturel et que c'était pas moi qui était à l'origine, qui était le problème. Donc en fait, moi j'ai commencé un peu mon travail thérapeutique en me disant ok, je suis complètement brisée, il faut que je me répare pour retourner à la compétition. C'était un environnement qui était, on va dire, qui n'encourageait pas du tout l'empathie et qui donc, en grandissant dedans, j'avais en fait développé aucune empathie avec moi-même, aucun respect presque de mon corps, qui est quand même mon outil en tant qu'athlète, et qui m'avait entraînée à me traiter moi et traiter mon propre corps avec une violence vraiment très intense et par exemple comme revenir beaucoup trop tôt d'une commotion parce que je ne faisais moi-même plus confiance à mes sensations physiques. C'était aussi avoir recours à une IVG qui n'était pas allée jusqu'au bout, que je raconte dans mon livre, et me retrouver à faire une fausse couche pendant un événement à une compétition, parce que j'avais pas suivi les recommandations de mon docteur et pour pouvoir participer à cette compétition et pouvoir performer comme on l'attendait de moi, comme je l'attendais de moi-même aussi. Et ça a été, je pense, le début, après cette IVG-là, en fait, qui a été, où j'ai fait preuve d'une violence terrible sur moi-même, où je me demandais d'où vient cette violence-là, et qui a été le début un peu de mon cheminement, et qui m'a amené à essayer de décortiquer un peu le fonctionnement de ce système, le fonctionnement de la violence que moi je continue de perpétuer envers moi-même. Moi, au début, quand j'ai réalisé l'ampleur de ce que je vivais et aussi à quel point les relations que je vivais étaient pas saines, mon premier réflexe au début, ça a été de vouloir changer ça de l'intérieur, donc d'avoir des conversations. J'ai initié une thérapie de couple avec mon ancien partenaire. Au bout de quelques séances, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'ouverture du côté de mon ancien partenaire à vraiment vouloir faire en sorte que la relation s'améliore. De la part de mes entraîneurs aussi, il n'y avait pas de réceptif justement à vouloir vraiment améliorer la situation. Eux, ils ne voyaient pas de problème. Mon ancien partenaire ne voyait pas de problème non plus. Et je pense qu'ils s'étaient tellement habitués à ce narratif que c'est moi qui étais, donc c'est ça, fragile, faible, folle. Et donc, il y avait vraiment aucune écoute. Et j'en parle dans mon livre où justement j'ai essayé d'avoir des conversations et j'ai petit à petit réalisé que ça n'irait nulle part, que ça ne faisait qu'augmenter la toxicité et la violence psychologique peut-être que je pouvais ressentir et que je pouvais vivre, et donc qu'il fallait à un moment que je m'en aille. J'avais aussi développé des crises non épileptiques psychogènes, donc qui étaient dues au stress.
J'avais une neurologue à l'époque qui m'avait dit écoutez, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais je sais que la seule façon dont vous allez pouvoir vous en sortir et vous guérir, c'est de changer radicalement votre vie. À l'époque, je n'avais pas tout à fait compris, mais en fait, petit à petit, je remarquais que ces crises-là arrivaient dans des situations de stress causées par ces relations-là, par cet environnement-là. Et j'ai réalisé que, en fait, malheureusement, non seulement psychologiquement, mais physiquement aussi, je mettais ma vie en danger en continuant de rester de rester là-dedans et qu'il fallait que je m'en aille, qu'il fallait que je me sauve. Et malheureusement, ça m'a coûté ma carrière, mais j'ai écrit aussi pour justement faire en sorte que ça n'arrive plus et qu'on puisse reconnaître les signes de ce genre d'emprise, avec un vrai suivi, avec une vraie aide professionnelle de la santé mentale. On peut se réparer, entre guillemets, ou du moins retrouver un bonheur et retrouver une légèreté de vivre. Ça, c'est super important pour moi qu'on le comprenne aussi. Je crois que c'est toujours quelque chose que je dis aux jeunes, c'est de ne pas croire tout ce qu'on dit de nous. Et j'aurais aimé développer ça plus tôt. Et j'espère que, en tout cas, les jeunes... ceux qui m'écoutent, les jeunes qui m'écoutent, ne croyez pas tout ce qu'on dit de vous.